Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. 30 000. Ah, moi, je prends pas 30 000, ni 40 000 d'ailleurs. Je prends 300 000. Oh, c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous, là. Nous sommes le 31 janvier, c'est donc le dernier jour du mercato d'hiver. Pour en parler, on va rejoindre Adrien Grenier. Bonsoir Adrien. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans Classico. Adrien, tu es journaliste indépendant et tu couvres l'actualité du Paris Saint-Germain sur ton compte Twitter. Rien ne t'échappe grâce à un savant travail de curation. Raconte-nous comment tu suis cette période de mercato avec énormément d'informations, de contre-informations, de rumeurs tout au long de la journée. Alors déjà, vous pouvez me tutoyer. Alors déjà, on tutoie, c'est parti. Voilà, et non, mais alors comment on suit ça? Bah là, actuellement, on va dire aujourd'hui, c'est le bazar, c'est le deadline day, comme tu as dit, c'est le dernier jour du mercato. L'été, c'est encore plus dingue, mais aujourd'hui, on est quand même sur une journée qui est complètement folle, notamment avec l'histoire de Dembélé, qui était annoncée hier au PSG, ce retournement de situation. Et là, maintenant, on nous annonce que finalement, selon la presse italienne, c'est davantage Chelsea qui tient la corde, parce que lui, il voudrait aller en Angleterre l'été prochain. Donc bref, c'est un gros bazar. Donc en fait, non, il faut simplement... être à l'affût de tout, vraiment checker à toute vitesse tous les sites internet, tous les comptes Twitter, vraiment avoir les notifs un petit peu partout et vraiment voir où est-ce que ça bouge, quel site sort quoi, vraiment être extrêmement à l'affût finalement et partager les choses et essayer, et c'est pas facile notamment aujourd'hui, d'avoir un minimum de logique. Par exemple, là on a El C'est-à-dire Chiringuito, un média espagnol qui a annoncé Frenkie de Jong dans le viseur du PSG. Bah là on se dit bon non, ok, c'est bon, stop, on Donc va là, tu ne pas relais aller sur pas. ça. Tu ne relais pas ce type d'information, Ça, même je si le ça relais peut pas. faire du buzz, ça peut être commenté, ça peut être partagé. Non, non, je le relaye pas. En fait, j'essaie quand même de donner une espèce de trame aux gens. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y avait Hakimi l'été dernier qui était annoncé au PSG et que ça parlait de Chelsea, mais succinctement, je me disais, ok, on va pas relayer Chelsea, on va rester sur la tendance PSG parce que c'est celle qui se dégage le plus. Après, malheureusement, il y a des fois où, le cas, par exemple, Dembélé, là, où hier, ça annonce probablement au PSG et que là, finalement, on parle de Chelsea. Donc, malheureusement, parfois, ça rattrape. Mais voilà, le but, c'est un petit peu essayer de donner de la visibilité aux gens et finalement leur apporter les informations le plus vite possible pour qu'ils soient au courant de ce qui se dit à droite, à gauche et au centre, si je puis dire comme ça, et qu'ils sachent voilà, où on en est exactement dans une trame un minimum logique. Mathieu, dans ton podcast Alternative Football, tu t'es intéressé notamment avec Édouard Cissé à la question des nouveaux moyens, des nouvelles modalités d'information autour du football. Vous aviez invité Willow, qui est l'une des grandes stars du foot, enfin du commentaire sur le foot et l'analyse de l'actualité du foot sur YouTube. Comment tu regardes cette évolution médiatique? Alors tu es en contact avec aussi, j'imagine, d'autres journalistes, mais on voit de plus en plus d'entreprises, d'initiatives qui se montent, qui marchent bien sur les réseaux et qui trouvent un public qui est à la recherche d'informations sur le foot. Je suis très fan de ça parce que moi j'adore le contenu. Alors j'ai beaucoup de respect pour les formations journalistiques, pour le travail que ça demande de faire ce métier-là, etc. Mais j'estime aussi que si quelqu'un, sans être passé par nécessairement ces canaux-là par ailleurs, est capable de proposer un contenu de qualité, pour moi il mérite de rencontrer son audience et je trouve ça assez vertueux comme manière de procéder. Après moi je suis de la génération effectivement qui a vu Twitter arriver, qui a vu les youtubeurs, etc. Donc ça me parle particulièrement. Et au-delà de ça, si je raccroche ça à mon métier, avec Opta sur le côté marketing, on a aussi, nous, très vite développé une stratégie de communication sur les réseaux sociaux qui a fait, alors notamment en Angleterre, c'est un peu moins puissant en France, mais qui a fait notre succès et qui a participé à asseoir la marque. Donc je l'accueille avec beaucoup de bienveillance et d'intérêt. À partir du moment où le contenu est bon, moi j'aime. Aujourd'hui, je regarde beaucoup TikTok, par exemple, parce que je trouve que c'est une plateforme qui a beaucoup de choses à offrir et qui est différente. Sur le foot aussi ? Sur le foot aussi, ouais. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise plateforme. C'est simplement, il faut avoir des gens qui ont envie de créer du contenu sur une plateforme adaptée. Et je suis persuadé que sur les formats très courts de TikTok, avec ces fameux challenges, ces tendances qui font émerger, tu peux faire des trucs très cool. Les clubs ils se cherchent encore un petit peu. Je trouve qu'aujourd'hui, les clubs arrivent à maturité sur des réseaux comme Instagram, comme Twitter, etc. Demain, ce sera TikTok et peut-être que ce sera d'autres. Mais en tout cas, je trouve ça passionnant. Adrien, tu es très présent sur Twitter. Je ne sais pas si c'est le cas également sur d'autres plateformes. Est-ce que si ce n'est pas le cas, tu l'envisages, par exemple, d'aller sur TikTok ? Alors, TikTok, non. Alors, enfin, oui, je suis très présent sur Twitter. Je suis aussi présent maintenant sur Instagram et aussi sur Twitch en collaboration avec un média qui s'appelle Canal Supporter. Ouais. On anime tous les deux des live Twitch et ça marche justement plutôt bien. Par contre, pour ce qui est TikTok, à l'heure actuelle,
c'est pas dans les plans parce que le problème du format TikTok, c'est comment se servir de ce réseau-là comme réseau d'information. C'est assez compliqué parce que Instagram est devenu un petit peu un réseau d'information avec le temps, mais beaucoup moins développé que Twitter. Mais TikTok, c'est vraiment du divertissement pur et je n'arrive pas, en fait, à l'heure actuelle, à voir comment est-ce que ce réseau-là peut devenir un réseau d'information. Après, ça peut le devenir à terme, c'est possible. Par exemple, moi, je me rappelle de Twitch. Twitch, à la base, tout le monde, c'était un réseau de jeux vidéo. Finalement, c'était un réseau pour les gamers et qui maintenant est devenu un réseau aussi d'information, de débat. On voit les médias vont dessus. Et bien, moi aussi, je me suis mis dessus maintenant. Donc, c'est un contenu qu'on peut mettre. Mais pour l'instant, sur TikTok, il n'y a pas vraiment... Alors, j'ai vu que Hugo Décrypte, alors sur des sujets autres que le sport, du coup, a réussi un petit peu à faire quelque chose dessus. Sur l'actualité généraliste. Sur l'actualité généraliste. Mais sur le sport, le problème, c'est que un match de foot, enfin, je veux dire, une équipe de foot, par exemple, mettons le PSG, t'es rapidement limité. C'est-à-dire que tu as les matchs, tu as les conférences de presse, tu as le mercato où ça peut partir dans tous les sens ou pas d'ailleurs. Mais bon, le problème, c'est que ton TikTok, il est périmé. Je veux dire, le TikTok de Hugo Décrypte, il peut être périmé en 24 heures. Là, le mien, il peut être périmé en 3 heures. Donc c'est très compliqué. Mais c'est hyper intéressant. Mathieu, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement tout n'est pas fait pour aller sur la même plateforme. Et c'est là où c'est clé. Et on en parlait beaucoup avec Willow justement dans le podcast. Lui dit moi ma plateforme c'est YouTube et je vais pas ailleurs parce que le format me convient pas. Je serais peut-être moins bon, etc. Ce que j'aime c'est avoir du temps, me poser devant ma caméra, faire mon montage et proposer mon contenu. Et ce que je rejoins complètement Adrien. Twitter pourquoi c'est je pense particulièrement approprié au mercato et d'ailleurs Adrien il a des confrères qui le montrent aussi. Ils sont beaucoup présents sur cette plateforme parce que c'est un réseau de beaucoup de discussion et de réputation et effectivement s'il se passe quelque chose tu peux tout de suite être réactif, répondre à un tweet, faire une chaîne de tweets, etc. C'est beaucoup plus approprié en tout cas ce sujet notamment de Deadline Day mais effectivement tout n'a pas sa place sur tous les réseaux et si un jour Adrien s'aventure sur TikTok j'imagine qu'il va proposer un autre type de contenu plus dans l'entertainment effectivement. Adrien justement pendant cette période de mercato c'est une période de recrutement aussi de mercato pour toi pour cibler, pour convaincre de nouveaux abonnés de te suivre au quotidien? Alors, moi, en fait, après, ça, c'est vraiment un truc que je dis tout le temps et c'est réel. Moi, en fait, je me contrefous, en fin de compte, à l'origine. Je me suis pas lancé pour ça. Je me suis lancé parce que ça me plaisait et que j'avais envie de partager les informations aux gens. Parce que à l'époque, quand je me suis lancé sur Twitter dans ce délire-là en 2015, j'étais un petit peu à la recherche des informations sur le mercato et sur tout ce qui était lié à mon club. Et je me disais, j'en ai marre de devoir aller voir un site, j'en ai marre de devoir aller constamment sur tel ou tel site et de ne pas avoir un flux d'accès à l'information directement. Et c'est là qu'à l'époque, moi et d'autres, on a commencé à émerger en partageant les informations sur Twitter comme ça pour finalement tout centraliser. Donc, moi, je n'ai pas fait ça pour les abonnés à la base. Donc, en fin de compte, moi, je ne suis pas forcément à la recherche de ça. Alors après, oui, effectivement, ça marche extrêmement bien en période de mercato. Je prends 2000 par semaine. Messi, j'avais pris 18 000 en 5 jours. Mais c'est pas forcément ce que je regarde le plus. Et puis après, honnêtement, avec le PSG, il y a toujours quelque chose qui se passe dans l'année. C'est-à-dire que même un vulgaire match contre Saint-Etienne, tout bête, vous avez Neymar qui se pète la cheville. Donc au final, les retweets et les likes sont là, si j'ai envie de dire. Il y a toujours quelque chose avec le PSG, c'est l'avantage avec ce club. Donc au final, vous n'êtes pas limité uniquement à la période du mercato pour qu'il se passe quelque chose. Le PSG, c'est 100%. Il y a le feuilleton Mbappé, il y a Neymar, il y a Messi, l'acclimatation de Messi, les blessures de Sergio Ramos, l'histoire de Tu es en contact d'ailleurs avec avec le Paris Saint-Germain d'une manière ou d'une autre, avec, je sais pas, des membres de la communication, de la direction de la communication, de la direction technique, je ne sais pas. Alors absolument pas, parce qu'en fait, moi, à l'origine, j'étais journaliste encore chez le Disport. Je ne sais pas si vous connaissez le Disport, le média Le Disport. J'étais journaliste chez eux, moi, jusqu'en décembre dernier, donc j'avais pas forcément cherché à me lancer, du coup, en indépendant comme je le fais maintenant. Donc du coup, c'est tout frais, si je puis dire. Et du coup, non, j'ai pas vraiment de contact avec le PSG. Après, effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais avoir à terme avec eux pour voir si des choses peuvent être envisageables ou pas. Je sais néanmoins que le PSG, c'est un club qui est assez verrouillé, si je puis dire, et que c'est très compliqué de les contacter, de se mettre en contact avec eux. Donc, je me fais pas trop d'espoir. Mais après, voilà, avoir pourquoi pas des rédactions avec lesquelles je peux collaborer, pourquoi pas. C'est une option qui est envisageable. Mathieu? Non. Moi, j'avais une question en fait. Alors, pour Mathieu, justement, sur les transferts par rapport à Opta. Ouais. Est-ce que du coup, vous donnez de la data brute? Ouais. Est-ce que du coup, on vous demande parfois, je sais pas, j'ai besoin d'un arrière droit aujourd'hui, le mien il court pas assez vite, trouve-moi un arrière droit, qui peut courir plus vite que 10 km par match? On travaille nous autant avec les clubs qu'avec les agents.
Donc les agents, eux, ils vous demandent ça pour voir leurs joueurs ou pour vendre leurs joueurs? En fait, le discours, c'est de dire, c'est de l'intelligence. C'est-à-dire que les clubs, soit le club qui est propriétaire de mon joueur, enfin, j'aime pas ce mot-là, mais soit le club pardon, dans lequel joue mon joueur, soit le club qui est intéressé, ils ont un certain nombre de data pour pouvoir juger de l'investissement. Donc moi, en tant qu'agent, j'ai besoin d'avoir les mêmes armes pour le faire. Donc c'est pour ça qu'ils viennent chercher de la data. Et les clubs, eux, ils utilisent la data effectivement pour évaluer les forces et les faiblesses et savoir ce qu'ils ont besoin de recruter. On est aussi, donc on fournit un certain nombre d'outils, etc., pour qu'ils le fassent de manière indépendante, mais on a aussi un service de consulting où ils viennent nous voir et ils nous disent, bah voilà, nous on a étudié, on a un déficit ici, le marché qui nous intéresse c'est tel marché, parce qu'on a un avantage économique au co-caisse, donc suggérez-nous des joueurs ici. L'exemple que je prends tout le temps, et les gens qui m'ont déjà écouté une ou deux fois vont dire il n'y a qu'un seul exemple, mais parce qu'il est particulièrement marquant pour nous, c'est N'Golo Kanté. C'est-à-dire que quand Kanté part à Leicester... Il y avait un reportage qui avait été diffusé sur Canal+, c'est extraordinaire. Quand Kanté part à Leicester, en fait, Leicester, c'est un club avec lequel on travaille beaucoup depuis beaucoup d'années. Ils viennent nous voir et nous disent voilà, nous on a un déficit à la récup, on cherche quelqu'un, on veut recruter en France parce qu'on a un gros avantage économique par rapport au marché français. Faites-nous une liste. Et on est revenu effectivement avec une liste. D'ailleurs, Kanté n'est pas premier de la liste, c'est Nampalis Mendy qui font l'année d'après pour remplacer Kanté. Et puis après, on n'intervient pas du tout dans le transfert. C'est-à-dire que le fait qu'un club fasse un joueur ou pas, ça leur appartient, c'est la négociation, etc. Et donc Kanté, on l'utilise régulièrement. Il y a d'autres exemples un peu moins connus, mais Eric Bailly à Manchester, où ça sort un peu de nulle part, c'est effectivement sur une de nos études et recommandations. Mais tu as totalement raison, c'est des choses qui arrivent souvent. Ouais, donc c'est un rôle beaucoup plus actif que simplement donner de la data brute. Là, carrément, vous donnez une liste de joueurs qu'ils peuvent recruter, qui correspondent à profil. C'est incroyable. Thibaut Brossard est encore avec nous et je le remercie de Paris Stade Germain. Thibaut, est-ce que tu t'intéresses également, en tout cas tu envisages de t'intéresser à des profils de joueurs qui, compte tenu de ce que tu peux voir et analyser du jeu du PSG, du rendement de ces joueurs, pourraient intégrer facilement, grâce à cette analyse data, l'effectif du Paris Saint-Germain l'année prochaine, par exemple? Bah oui, à mon petit niveau, parce que j'ai pas accès à toutes les données, mais contrairement à Opta, mais il y a un exemple flagrant pour le PSG, c'est le manque de densité physique ou de joueurs box-to-box au milieu de terrain au PSG. On a, à l'occasion de la rencontre face à Lens, on a vu à quel point Fofana faisait du mal à notre milieu de terrain et représentait un type de joueur que le PSG n'avait pas. Et stat à l'appui, on est venu confirmer ce que tout le monde avait vu pendant le match, et que Seko Fofana, voilà, je me répète, mais c'est un type de joueur que le PSG n'a pas dans son milieu de terrain et qui ferait beaucoup de bien. On a le Ndombele était un peu dans ce profil-là aussi. Il n'y a pas que Fofana, mais on voit bien que par les stats, on peut mettre en avant des manques ou des manques d'une équipe ou les qualités d'un joueur en particulier. Oui. Merci beaucoup Thibaut Brossard, et je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre site Paris Stade Germain et évidemment du compte Twitter avec des informations passionnantes régulièrement mises à jour. Et à très bientôt dans Classico, Thibaut. Au revoir. Merci également à Adrien. Adrien, il nous reste quelques heures avant la fin du mercato. Quel est le transfert qui, à ton avis, va faire le plus de bruit, en tout cas la rumeur de transfert qui va faire le plus de bruit numérique dans ces prochaines heures? Là, honnêtement, c'est la situation Dembélé-Aubameyang, c'est ce qui va le plus cristalliser l'attention, je pense. Mais là, c'est vraiment du côté de Barcelone qu'il faut regarder, parce que du côté de Barcelone, je pense que c'est un show ce soir. Pour résumer la situation simplement, Pierre-Emerick Aubameyang est à Barcelone à l'heure actuelle pour officiellement passer une visite médicale à 17h. Finalement, la visite médicale est reportée, voire annulée, parce qu'il n'y a pas d'accord avec Arsenal. Le joueur est toujours sur place, ou d'autres disent qu'il est déjà reparti. C'est un bazar pas possible. Donc il y a une espèce de poker menteur autour d'Aubameyang. D'autres sources en Espagne expliquent que le Barça serait en train de régler un autre joueur, une autre arrivée. Donc vraiment, c'est un dossier qui est en train de partir en vrille absolue. Et puis, il y a toute la saga Dembélé. Les dernières informations qui émanent d'Angleterre expliquent qu'il n'y aura rien entre Chelsea et Dembélé pour cet hiver, mais qu'en revanche, c'est plus probable, disons, pour l'été prochain. Et à côté de ça, il y a le PSG qui est moins mentionné. Donc bref, c'est vraiment Dembélé. Il n'y aura peut-être pas de résolution ce soir, mais il y a quand même des bruits qui vont sortir. Et c'est vraiment côté on imagine Barcelone. Que tu vas suivre ça jusqu'à au moins minuit 1 ce soir. Bah là, moi, j'ai le stream de Fabrizio Romano, l'excellent journaliste italien, qui je suis en direct avec lui. Là, je vois ce qui se passe, qui lit à peu près tout. Plus après les réseaux sociaux et voilà, effectivement, le match entre Nice et le PSG, pour une fois, ça va être suivi d'un œil, parce que là, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et puis, attention aussi à Layvin Kurzawa, qui a des touches en Angleterre, mine de rien, notamment avec West Ham. Il faut voir, est-ce que c'est une piste qui peut aboutir ou pas. C'est le Parisien qui rappelait ce matin que West Ham était intéressé par Layvin Kurzawa. Le West Ham doit d'abord faire partir quelques joueurs, en tout cas régler quelques dossiers avant.
Est-ce que dans les dernières heures, ça pourrait s'agiter? On suivra ça, notamment avec toi. Merci beaucoup, Adrien Grenier, et à très bientôt dans Classico. Merci pour l'invitation. Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai plaisir de te recevoir et de passer cette heure en ta compagnie, en compagnie tout à l'heure d'Edouard Cissé. On peut réécouter Classico en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Azoulay pour le festival Oriental. À lundi prochain pour un nouveau Classico.